Nouvelle année, nouveau décor les gars, il est incroyable. Regardez-moi ça, la place que j'ai là. Waouh. Bon, malheureusement c'est pas un vrai, je suis sur fond vert. 2022 les gars, on s'inspire des plus grands. Big up à toi le S. Bon, aujourd'hui les amis, vous allez vous coucher moins bête. Je vais vous apprendre des réponses à des questions insolites dont tout le monde se pose, ou alors que personne n'a osé se poser tellement c'est insolite. Et ben moi les gars, je vais tout vous apprendre. Je suis entre autres le père Castor des temps modernes. Ouais, pas ouf, peut-être comme... Avant de commencer la vidéo, évidemment, je t'invite à laisser ton plus gros pouce bleu. Et c'est parti, les gars. Let's go. Avant l'invention du papier toilette, comment les gens faisaient? C'est une réelle question. Sachez que l'invention du papier toilette n'est pas si vieille que ça. Ça a été créé en 1857 par Joseph Cayetti. Gros merci à toi d'ailleurs, le ref, je pense que tu as sauvé l'humanité. Je t'aime. Et bah avant cette époque, dites-vous que les gens s'essuyaient avec ce qu'ils avaient sous la main. Et ça variait entre l'époque, le lieu où ils se trouvaient et la fortune dont ils disposaient. Non, c'est pas une blague. Alors les Romains s'essuyaient généralement avec une éponge et après ils se douchaient avec la même éponge. Non, ça c'est pas vrai. Mais il était possible également d'utiliser un chiffon, de l'herbe, du foin, des pierres, du sable, des copeaux de bois. Oh, j'ai très mal en disant ça. De la mousse, de l'eau, de la neige ou encore du papier journal. Et franchement, à partir du 13e siècle, à l'arrivée du papier journal, ils se sont mis bien. Ah, les frérots là, ils s'étaient refaits. Oh yes, on va pouvoir arrêter de se mettre des pierres dans le cul. T'entends ça, Gérard? Le papier toilette a mis du temps à s'imposer étant donné que c'était un symbole de richesse, de luxe au tout départ. Genre c'est un luxe de se torcher, bref. Aujourd'hui en France, les papiers toilettes les plus vendus c'est les papiers toilettes roses. Alors qu'en Allemagne par exemple, ils préfèrent les motifs à fleurs. Tandis que les Japonais, eux, préfèrent les papiers toilettes avec des cours d'anglais dessus. Alors ouais, c'est carré, hein. Tu sais, t'es là en train de poser ta petite pêche, tac, petit cours de verbe irrégulier. Ouais, franchement c'est carré. D'ailleurs, petite question que je me suis toujours posée les gars. Est-ce que je suis le seul à rester une éternité aux toilettes quand je commence à sortir mon téléphone? Moi c'est un enfer les gars. Quand je me lève du chiotte, j'ai les 2 traces rouges sur les cuisses là, vous connaissez? Voilà, ouais, là c'est peut-être... on est peut-être trop intime vous et moi là. Bah on va se calmer les chéris. D'où viennent les noms des jours de la semaine? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Non, je m'en fous. Les noms des jours de la semaine viennent du latin et la plupart rappellent le nom d'un astre. Je m'explique. Petite musique scientifique là, allez-y. Alors, lundi en latin c'est Luna Dies. Je sais pas comment ça se prononce, j'ai pas fait latin, donc désolé si je le dis mal. Et Luna Dies signifie jour de la lune. Pour mardi c'est pareil. Mardi ça veut dire jour de Mars, mercredi c'est le jour de Mercure, jeudi jour de Jupiter, vendredi jour de Vénus, et pour la fin de la semaine c'est un peu différent. T'entends ça, Jamy? Chez nous samedi ça vient de Sambati Dies. Dies. Sambatidies. Ok, donc ça veut dire jour du sabbat, mais avant c'était Saturnidies, jour de Saturne, et c'est toujours resté comme ça en anglais par exemple, Saturday. Et dimanche chez nous ça vient de Dies Dominicus, qui veut dire le jour du Seigneur, mais auparavant c'était Solidies, le jour du soleil, et pareil en anglais et en allemand c'est resté, ça donne Sunday et Sonntag. Eine gute Geschichte in eine Schufen nicht. J'ai fait LV2 allemand. Quand je dis ça à une fille, souvent, alors que je suis en date avec elle, et bah elle part quoi. Ah t'as fait allemand, donc toi t'es bizarre et tout, t'es pas un mec stylé, franchement vous faites pitié. Pourquoi se serre-t-on la main pour se dire bonjour? Bah c'est vrai ça, attends, pourquoi? Ça vient d'où? Avant de commencer à répondre, est-ce que je pourrais juste avoir un avis sincère sur ma coupe de cheveux s'il vous plaît? Prenez 2 secondes dans les commentaires là, vous me dites réellement ce que vous pensez de mes cheveux, parce que votre avis m'intéresse de fou. C'est bon, tu as dit ce que tu pensais? Ok, parfait. Bon évidemment pour nous ça paraît normal de serrer la main à quelqu'un quand on lui dit bonjour, mais quand on y pense au plus profond de notre âme, finalement on se dit que c'est peut-être un peu bizarre. C'est comme quand vous savez, vous répétez un mot plein de fois, genre beaucoup de fois, au bout d'un moment le mot, pour vous il veut plus rien dire, genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'as tellement dit le mot qu'au final tu le trouves bizarre, que tu trouves qu'il a aucun sens. Et bah là moi ça m'a fait pareil avec cette question. Pourquoi les humains se servent la main? Tu vas bien toi? Yes, ça va? Bon en gros pour faire simple ça remonte au temps des châteaux forts. À l'époque la confiance ne régnait pas de ouf entre chaque humain. Je t'avoue qu'il y avait des petites guerres un peu partout. C'était un peu risqué ouais. En gros lorsque tu croisais quelqu'un tu risquais de te prendre un coup de couteau dans le ventre. C'est cool. Lourd de ouf l'ancienne époque putain. Et du coup quand 2 personnes se rencontraient, chacun tendait sa main droite vers l'autre pour lui prouver qu'il était pas armé. Et pourquoi la main droite, il pourrait peut-être avoir le couteau dans la main gauche? Mais c'est vrai ça! La main droite c'est parce que la majorité des humains sont droitiers et que c'était avec cette main à l'époque qu'on maniait les armes. Pas mal non? Étais-tu au courant de cette anecdote, mon grand salaud? Ok, la prochaine me fume de rire. Pourquoi un pantalon, ça s'appelle un pantalon? Avant de désigner un habit, pantalon c'était le nom d'un personnage de théâtre italien. Ah mais c'est tellement drôle. Et ce soir, merci d'accueillir Pantalon. En 1550, il y a un théâtre d'improvisation qui s'ouvre en Italie, qui mêlait la danse, le chant et les pirouettes. Et comme il n'y avait aucun texte d'écrit, c'était au comédien de l'inventer en fonction du personnage qu'il incarnait. Pantalon, c'était... Je suis désolé. Pantalon, c'était un personnage avec une genre de culotte très étroite qui descendait jusqu'aux pieds. Et c'était original à l'époque puisque généralement l'habit des hommes s'arrêtait juste aux genoux. Et du coup, le personnage Pantalon a tellement été associé à son accoutrement qu'ils ont fini par donner ce nom à cet habit. Et franchement, heureusement en vrai, t'imagines Pantalon, ce serait devenu un prénom. Tac, et voilà votre enfant, monsieur, c'est un garçon. Vous voulez l'appeler comment? Pantalon. Ouais, Pantalon, ouais, je veux l'appeler Pantalon. C'est de la merde. Ouais.
Quel homme a inventé la dynamite? Ah, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Vous allez voir, cette histoire est folle. Bon, pas de ouf non plus, mais elle est cool. Alfred Nobel naît à Stockholm en 1833. Fils d'ingénieur, il va suivre son père jusqu'en Russie et se passionne pour la physique et la littérature. Il étudie ensuite à Paris la chimie avec l'inventeur de la nitroglycérine. Ça, c'est un produit tellement instable qu'il explose au moindre choc. Genre, tu le bouscules un peu et paf! Un jour, de retour en Suède, Alfred décide de mélanger cette substance avec de la silite. Et là, le frérot, il va obtenir une sorte de pâte qu'il va baptiser dynamite. Et c'est cette invention-là qui va faire sa fortune. Comme il est humaniste, le poteau Alfred s'attache de ouf au développement des sciences, de la littérature et de la paix. Dans son testament, il demande à ce que son immense fortune récompense chaque année des personnes qui, au cours de l'année précédente, auront apporté les bienfaits les plus considérables à l'humanité. Et c'est donc à partir de là que les premiers prix Nobel, qu'on connaît tous, commencent à être attribués. Donc ça, c'est en 1901, et vous savez, il y a 6 catégories de prix Nobel. Le prix Nobel de physique, de chimie, de littérature, de médecine, d'économie et de paix. C'est pas une belle histoire, les gars? Eh, sans déconner, elle était pas mal celle-ci. Personnellement, je savais pas du tout que prix Nobel, ça venait de ce bon vieux Alfred. Qu'on embrasse d'ailleurs, un génie. Un décalage horaire entre les villes de France. Et ouais, les refs, ça existait, ouais. Oh, je suis trop hypé là. Je vous explique. En 1850, quand il était 12h à Strasbourg, il était 11h10 à Brest. Pourquoi, me diriez-vous? En gros, jusqu'à la fin du 19e siècle, chaque ville de France avait sa propre heure qui dépendait tout simplement du soleil. Alors midi, pour ceux qui savent pas, c'est par définition le moment de la journée où le soleil est le plus haut dans le ciel. Le soleil se lève à l'est. Et comme Strasbourg est totalement à l'est comparé à Brest, il y a beaucoup de est dans cette phrase. Et bah, il y avait donc un décalage horaire entre les villes de France. Mais en soi, c'était pas gênant puisque à l'époque, il y avait pas de téléphone, pas de radio, pas de télé. Donc les Français se rendaient même pas compte qu'ils avaient pas la même horaire. Sauf peut-être si un mec de Brest se déplaçait à Strasbourg et qui constate que sa montre n'est pas à la même heure que la montre d'un mec de Strasbourg. Personne n'avait trouvé ça, hein. Bande d'incultes. Bon, le décalage horaire entre les villes de France, c'est bien. Mais sauf qu'au bout d'un moment, un nouveau moyen de transport va venir bouleverser le système. Le train. Alors forcément, pour que les trains partent et qu'ils arrivent tous à l'heure, il fallait mettre une heure unique dans toutes les gares de France. Et du coup, en 1891, ils prennent la décision de mettre toutes les villes à l'heure de Paris. Et c'est comme ça que les Français ont eu tous la même heure, à cause d'un train, wesh. Personne s'est jamais dit avant, genre, les gars, ça vous dit, on fixe une heure précise? Ah là là! D'où vient le mot Cro-Magnon qui désigne les hommes préhistoriques? Cro-Magnon, les gars, c'est le nom d'un lieu situé près de Azy de Taillac en Dordogne. S'il y a des gens qui habitent à Azy, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez une connexion internet, bien sûr. En 1868, lors de la construction de la ligne de chemin de fer Périgueux-Agen, des terrassiens tombent sur un abri qui était bouché par des éboulements. Donc là, tu vois, ils vont creuser un peu et à l'intérieur, ils vont trouver 5 squelettes humains qui sont enterrés genre avec des coquillages. C'est un peu chelou, genre. L'un des 5 squelettes correspondait à un homme de 1m80 d'une cinquantaine d'années qui fut baptisé le vieillard de Cro-Magnon. Et on découvre donc que c'est là où vivaient les hommes de Cro-Magnon il y a environ 30 000 ans. Et c'est d'ailleurs eux qui ont peint les taureaux et les chevaux de la grotte de Lascaux, qui se situe en Dordogne, je crois. J'ai déjà été visiter cette grotte et franchement, c'est très très stylé. Si jamais vous avez l'occasion, allez faire un tour. C'est génial. Putain, on dirait un daron là qui parle. Ah, c'est vrai que c'est super. C'est super. Nous, on avait été avec ma femme à une énorme grotte. Voilà, il y a des peintures partout. Ah non, mais sans déconner, ça c'est quelque chose à faire. Il y en avait pour les gosses, pareil. Franchement, ah non, c'était top. C'était top. D'ailleurs, à l'époque, il y avait une autre forme d'homme préhistorique qui vivait en Europe. C'était les Néandertaliens, dont un crâne a d'ailleurs été retrouvé en 1856 en Allemagne. En gros, eux, les frérots, là, ils avaient une tête aplatie, genre avec une puissante mâchoire sans menton. Cette espèce a complètement disparu du jour au lendemain, sans que personne sache pourquoi. Il y a juste l'homme de Cro-Magnon qui a survécu. Et du coup, bah, on est leurs descendants. Yes, c'est ouf, n'empêche. Personnellement, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf de se dire qu'il y a des gens qui étaient là il y a 30 000 ans et qui étaient quasiment comme nous, sauf qu'ils parlaient genre Yes, allez, super imitation. Ok, une petite dernière pour la fin, les gars. Celle-là, c'est cadeau, hein, c'est du bonus. Si tous les terriens se tenaient serrés les uns contre les autres, quelle place occuperaient-ils? Bonne question, n'est-ce pas? Selon un calcul, si chaque être humain se colle bien contre l'autre être humain, nous pourrions en placer 4 par mètre carré. En revanche, 4 par mètre carré est équivalent à 4 millions par kilomètre carré. Et donc pour les 6,5 milliards d'êtres humains sur Terre, il faudrait une surface de 1625 km carrés, ce qui équivaut à la taille de la Guadeloupe. Finalement, vu comme ça, il y a de la place de ouf sur Terre. Mais bon, apparemment ce serait pas possible parce que genre 6,5 milliards d'êtres humains collés tous ensemble, ça fait une densité énorme et inimaginable que ce serait pas possible. Mais après, moi je veux bien essayer. S'il y a les 6 milliards d'êtres humains qui sont chauds là, venez, on se colle tous ensemble. Covid ou pas, balèque. Et donc voilà, c'était la dernière petite info insolite qui fait plaisir. Bon, en tout cas les gars, fin de ce petit concept un peu nouveau, c'est 2022. On essaye de modifier un peu les choses. Évidemment, dites-moi dans les commentaires si vous aimez le concept et si vous en voulez d'autres évidemment. Laisse un pouce bleu si la vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine, c'était Tim. Ciao, ciao. J'adore ce décor.